euh, en général. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, chers collègues, de soumettre vos questions dans la rubrique questions-réponses. D'accord? Il y a une rubrique en bas, le compte questions-réponses. Docteur Patrick, à vous la parole et bon travail. Merci, professeur, pour la présentation, la parole, l'invitation encore une fois. Bonjour, chers collègues. C'est pour moi un plaisir de venir discuter encore une fois avec vous cette thématique qui est d'actualité. D'actualité depuis un certain temps maintenant avec, n'est-ce pas, la survenue de la COVID-19. Un peu partout maintenant, nous avons le patient sous respirateur, sous ventilation mécanique, sous ventilation assistée. Et donc, cette question qui était déjà d'actualité sous d'autres cieux commence maintenant à refaire surface avec vigueur dans notre continent africain, où finalement, on a de plus en plus de patients ventilés mécaniquement. Et donc, du coup, il nous est maintenant de plus en plus important de nous outiller pour faire face, n'est-ce pas, comme équipe de la PCI. Et cette situation n'est pas en train de changer. Et j'ai l'impression, je pense que vous avez aussi cette impression, que la situation va perdurer pour longtemps, n'est-ce pas? Et donc, je vais réduire un peu ma vidéo pour continuer peut-être je vais laisser voir si on n'a pas de troubles de bandel. Professeur Chedli, vous pourriez me dire s'il y a un problème de connexion. Et donc, voilà, le petit plan que nous allons suivre, c'est que nous allons essayer de comprendre toutes les différentes terminologies encore, qui étaient, n'est-ce pas, dans la globalité des infections jadis dites nosocomiales, couramment maintenant appelées des infections associées aux soins. Nous allons voir cette terminologie et là, nous allons tirer, n'est-ce pas, les pneumopathies associées aux soins. Et là-dedans, nous allons encore aller tirer maintenant les pneumonies associées à la ventilation. Nous allons voir l'épidémiologie de manière générale, un tout petit peu de la pathogénie, le facteur de risque associé. Puisqu'ici, notre séance est une séance de la PCI, nous allons nous focaliser, défiler, voir les différentes études par rapport à tout ce qui a comme prévention et précaution standard. Nous allons voir si on peut maintenant centraliser tout ce qu'on aurait vu comme précaution standard et prendre ce qu'on peut appeler l'aide-mémoire pour une équipe de PCI. Mais ça ne va pas suffire. Et donc, nous allons aussi maintenant réfléchir, passer maintenant de la théorie en action. Parce que la question que nous allons toujours nous poser après cette séance, est-ce que c'est faisable chez nous? Est-ce que c'est une science qui demande de fiser? Est-ce qu'on peut faire ça chez nous aussi? Et donc, je vais passer vers, brièvement, c'est vrai qu'on est en train de programmer toutes les séances de surveillance épidémiologique de la PCI dans ces séries de webinaires. Mais pour les cas échéants ici, je vais me focaliser sur ces thématiques et voir en quelques 3-4 slides comment on peut passer en action et rendre d'actualité cette surveillance, la mesure, la surveillance, la diffusion des résultats dans nos milieux. Et donc, la pneumonie communautaire ou alors une pneumonie associée aux soins, c'est une pneumonie aiguë. Et elle est dite d'abord, une pneumonie communautaire, c'est une pneumonie aiguë. Comme on les connaît, comme on l'a apprise, alors cela est communautaire si elle est acquise en milieu extra-hospitalier. Ou alors, si elle est acquise en milieu hospitalier, ça doit survenir après 48 heures. Mais si alors c'est une pneumonie communautaire, mais qui est découverte en milieu hospitalier avant 48 heures d'hospitalisation, cela reste une pneumonie communautaire. Alors, actuellement, on constate que finalement, les patients sont en train de recevoir des traitements en ambulatoire. Maintenant, on a les chirurgies du jour. Avec le service d'oncologie un peu partout, le patient peut venir, prendre son traitement et rentrer à la maison. Tout cela complique un peu la définition d'une manière ou d'une autre. On a aussi des forts traitements qui sont en train d'être conduits dans des maisons de retraite. Comment il faut classifier tout ça? Parce qu'avant, c'était simple. On disait tout simplement, écoute, on a une pneumonie communautaire et tout ce qui arrive à l'hôpital, nous l'appelons tout simplement comme pneumonie nosocomiale.
mais de plus en plus, on fait une part des choses. Alors, maintenant, on s'accorde que si c'est nosocomial, ça doit advenir 2 jours après admission dans une structure de santé, peu importe laquelle. Et donc, cette structure peut être un service d'hémodialyse, comme je dis, quelqu'un qui est venu prendre sa chimiothérapie, etc. Et donc, là, je me disais, on va encore rentrer pour voir toutes ces infections liées aux soins. Je m'excuse. Une infection locale, c'est une infection localisée ou systémique causée par la présence d'un ou des agents infectieux, soit via l'air toxique, et qui n'étaient pas présents à l'admission dans un établissement des soins. Là, on a une définition d'une infection associée aux soins. Une infection est généralement considérée comme associée aux soins. Là, je suis en train d'insister, de marteler sur l'heure, si elle apparaît plus de 48 heures après admission. Et cela concerne donc des infections liées à des soins dans tous les établissements, comme je venais de le dire encore une fois. Et donc, maintenant, vous voyez que de plus en plus, on parle donc des IAS maintenant, les infections associées aux soins. Elles sont fréquentes et elles ont différents facteurs de risque. Et ici, nous avons ces infections qui peuvent être urinaires. Et donc, sur le cathéter urinaire, c'est des procédures urologiques. Et là, nous avons les facteurs de risque associés, notamment l'âge avancé, la grossesse, le diabète, etc. La deuxième dans cette catégorie des IAS, nous avons donc les infections de voies respiratoires inférieures. Et là, nous avons la ventilation mécanique, l'aspiration de son nasogastrique. Et là, nous avons aussi des facteurs de risque associés, notamment une chirurgie, l'immunodéficience, les antidépresseurs, etc. Les antiacides. Troisièmement, nous avons donc les infections de cyste chirurgical. Ça peut être simplement via, n'est-ce pas, associé à des prophylaxies d'antibiotiques inadaptées en chirurgie. Le système, n'est-ce pas, de manière systématique, on donne aux gens des antibiotiques. Une préparation cutanée inappropriée, des soins de plaies inappropriés. Et là, on a encore des facteurs de risque associés, notamment une durée de l'intervention chirurgicale, les différentes sortes de plaies, etc. Enfin, nous avons les infections du sang. Donc, n'est-ce pas, survenant sur cathéter vasculaire, on a l'âge, comme par exemple, c'est plus fréquent au service de néonatologie, n'est-ce pas, en service de réanimation. Et là, on a encore des facteurs de risque, notamment la neutropénie, l'immunodéficience, les maladies sous-jacentes graves, etc. Et donc, nous allons tirer ce qui est de commun là-bas comme méthode de transmission. Et là, ça reste hygiène de main déficient. Comme facteur de risque pour la transmission, augmenter la transmission, on a encore ça un peu partout. Peu importe le type d'infection associée aux soins, ça reste la clé. Et donc, tout système de PCI, peu importe l'IAS, l'hygiène des mains déficiente est un problème. Et le cube de PCI devrait commencer par ça. Alors, rentrons alors sur la pneumonie chez le patient hospitalisé. On en a de 3 sortes. Et donc, une pneumonie nosocomiale, ou alors, en anglais, ils vont dire ça, hospital acquired pneumonia. C'est donc une pneumonie qui se développe au-delà de 48 heures après l'admission à l'hôpital et qui n'était pas présente à l'admission. Ça, c'est de manière générale une pneumonie nosocomiale. Alors, là, à l'intérieur, une pneumonie associée au ventilateur, qu'on appelle encore le VAP, ou Ventilator Associated Pneumonia, c'est donc une pneumonie nosocomiale survenant au-delà de 48 heures, mais après qu'on ait une intubation, une ventilation mécanique. Enfin, on a la pneumonie associée aux soins de santé, ou alors F-Care Associated Pneumonia. Et là, c'est quoi? C'est donc des pneumonies qui surviennent chez des patients non hospitalisés, mais qui ont un contact étendu avec les soins de santé. Soit ils sont venus au service d'hémodialyse, soit ils ont été dans une résidence, n'est-ce pas, de seniors,
soit alors il est venu pour une ou telle autre raison à l'hôpital. Vous verrez que le mécanisme de protection, le mécanisme de prévention ne se diffère pas trop, en fait. Alors, si nous tirons là à l'intérieur, n'est-ce pas, nous voyons tout simplement le taux des IAS dans le pays en développement où nous sommes, et nous pouvons voir donc ces pneumonies associées à la ventilation de PAV en rouge. Vous verrez que sur le plan prévalence, qui est ma deuxième colonne, on n'a pas beaucoup de données. Sur le plan incidence, incidence par 1000 jours patients, on n'a pas beaucoup de données. On a une incidence par 1000 jours dispositif médical, et là, on a une incidence qui varie entre 3 et 23. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème sérieux des données. Et maintenant, vous savez que l'OMS est en train de lancer une campagne Data for Action. Comment vous voulez changer si vous n'avez pas de données, si vous n'avez pas quantifié les problèmes que vous avez? Alors, le VAP, donc, on a bien défini le temps. Généralement, 48-72 heures après l'intubation et le début de la ventilation mécanique. Une deuxième infection la plus courante en soins intensifs constitue 80% de toutes les pneumonies nosocomiales, responsable de la moitié de tous les antibiotiques, n'est-ce pas, consommés aux unités de soins intensifs, associés avec un risque accru de la durée de la ventilation mécanique. Augmente de 1 à 3% chaque jour et se concentre entre, n'est-ce pas, le premier 5 et 10 jours, comme vous pouvez voir sur ce bas chat ici à côté, donc en noir à droite. Vous voyez que ça se concentre entre 5 et 10 jours, 5e et 10e jour, c'est là qu'on en a beaucoup. Et alors, ça constitue la première cause de décès parmi les infections nosocomiales. Et donc, ça varie d'un pays à l'autre, soit première, deuxième, mais c'est associé à, n'est-ce pas, à un fort taux de mortalité quand on regarde tout ce qu'on a comme mortalité associée aux infections liées au soin. Quels sont les réservoirs? On sait bien qu'il y a l'oropharynx, la trachée, l'estomac, l'équipement des thérapies respiratoires, les sinus paranasaux, différents autres sanctuaires qu'on a et que je vais montrer, et tout ce qu'on a comme matériel d'intubation. Alors, pourquoi ça va ces réservoirs? Parce que la prévention passera par ces réservoirs. Réfléchir sur ces réservoirs, prendre une action par rapport à ces réservoirs, c'est là qu'on fera toute l'action de prévention, en effet. Vous savez bien que généralement, on parlait, n'est-ce pas, c'est un peu toute la terminologie, qu'il y avait le PAV précoce et tardive. De plus en plus, on s'accorde plus sur ça. On se dit, c'est une pathologie assez grave, il n'y a rien de tardif ou de précoce. On connaît bien les germes, et donc le pseudomonas, les SAMS, les acinetobactères, etc. On connaît les facteurs de prédisposition, notamment les scores de gravité à l'entrée. On connaît la ventilation prolongée et tant d'autres facteurs de risque sur lesquels je vais revenir. Et donc, du coup, focalisons-nous sur ça et de plus en plus, les gens s'accordent sur cette définition. Et donc, comme je disais, avec SARS-CoV-2, maintenant, on est en train de voir des patients de plus en plus ventilés un peu partout, assistés mécaniquement. Et donc, après ça, les autres patients qui vont arriver, ça va être maintenant courant qu'on commence aussi à les ventiler, peu importe leur étiologie. Et donc, ça nécessite la ventilation. Et donc, du coup, beaucoup d'hôpitaux ont acquis, n'est-ce pas, dans cette dernière année, n'est-ce pas, ils ont acquis cette technologie. Et donc, trois pathogènes, 3 facteurs, 3 mécanismes d'action à retenir. Donc, on a une partie sur le micro-inhalation, la production des biofilms et la contamination par la flore endogène. Alors, peu importe la voie, on a 3 phases nécessaires pour arriver à la PAV. La première, c'est donc la colonisation trachéobronchique à partir des germes, souvent, de l'oropharynx ou au niveau du tube digestif. On a la présence des micro-organismes au niveau des parenchymes pulmonaires qui, normalement, sont stériles.
Mais comme j'ai dit, il y a le facteur prédisposant donc, qui, n'est-ce pas, rend les patients à risque. Et la troisième phase, c'est une altération de mécanismes de défense pulmonaire qui aboutit finalement à un développement de la pneumonie. Le facteur majeur reste donc la présence d'une sonde endotrachéale et donc servant à l'intubation. Voici donc, chers collègues, un peu les différents sites, n'est-ce pas, de colonisation. Nous avons le réservoir nasosinusien, nous avons le réservoir oropharyngien et en bas, nous avons le réservoir gastrique. Notre patient, n'est-ce pas, intubé, il se retrouve dans cette position et donc tous ces trois réservoirs drainent. Là, vous voyez la flèche aller. Et quand vous prélevez 1 millilitre de sécrétion à ce niveau, les études montrent qu'on a plus ou moins une concentration de 10 exposants 10 bactéries à ce niveau-là-bas. Et donc, qui va faire la maladie, qui ne va pas faire la maladie. Et donc, il y a des facteurs encore favorisants qui, n'est-ce pas, poussent à cette colonisation oropharyngienne. Et donc, on aura la pathologie pulmonaire chronique comme le BPCO, n'est-ce pas? On aura donc la sinusite, on aura une antibiothérapie antérieure, le diabète, la présence d'une sonde d'intubation, la dénutrition et le pH gastrique moins acide. Donc, je vais montrer les trois, ça fait AB, donc le trois carrefours et réservoir. Mais alors, regardez bien ce petit schéma qui est très intéressant. Vous allez voir que le personnel de santé est au carrefour, il est au milieu en fait. Parce que tout simplement, à part ces réservoirs sont, n'est-ce pas, liés au patient lui-même, nous avons alors tout ce qu'on a comme les transmissions croisées entre les patients. Et ça viendra donc d'un personnel du personnel de santé qui passera d'un patient à un autre. On aura les transmissions croisées, donc manipulées par les soignants, à partir de germes de l'environnement tout simplement. Pas du patient à l'autre, mais d'un matériel à un autre. On aura donc le germe apporté par le matériel intervenant dans la ventilation et les procédures invasives, comme on peut voir l'endoscope, le bronchoscope, etc. Et on peut avoir alors une autre source qui est l'inoculation directe des germes de l'environnement à travers la sonde d'intubation endotrachéale. Regardez par exemple cette sonde où on voit une colonisation, n'est-ce pas? Et donc, un facteur de risque qui prédispose une source, alors un réservoir, n'est-ce pas, des microbes. Quelles sont les autres sources de micro-organismes? Et donc, on peut avoir une épidémie nosocomiale avec ça. Et donc, le patient intubé, lui aussi, n'en est pas épargné. On peut avoir la contamination de l'eau, généralement, par de Legionella ou l'aéruginosa. Et donc, on peut avoir une contamination de l'air avec l'aspergillus, etc., essentiellement sur le patient et aussi neutropénique, etc. Et voilà, il y a d'autres instruments à apparaître, comme le fibroscope, tout ce qui passe, n'est-ce pas, autour du patient et, n'est-ce pas, pour différentes procédures dont le patient subit. Et donc, la prévention, si on doit y revenir, les précautions standards, il y a toujours l'hygiène de main. L'hygiène de main reste clé. Et alors, le gant. Ici, je me permets de dire gants non stériles, n'est-ce pas, pour tout contact avec les liquides biologiques, le matériel non contaminé, les muqueuses, parce que je connais bien la réalité. J'ai travaillé dans un endroit, quelque part en Afrique, où évidemment, il n'y a pas de gants. Où est-ce que vous trouvez les gants? Dans une brousse, dans le mining? Il n'y en a pas du tout. Alors, les gens, ils sont obligés de prendre leurs gants, le laver, les renettoyer, etc. Et donc, ce n'est pas toujours évident de trouver ces gants, mais au moins, on peut trouver le main. On peut trouver aussi ces gants, n'est-ce pas, qui talquent. Ce n'est pas toujours le top, mais ça reste un débat. Si on n'a rien, je pense qu'il y a toujours façon d'adapter. Les tabliers plastiques, si le risque de projection sont très majeurs, et évidemment le port de masque, de lunettes, si le risque d'aérosol est très, très, très grand. Et donc, cette prévention va finalement aussi porter sur la réduction de la durée d'exposition à risque, qui est l'intubation dans les cas présents. Et comment il faut faire? Il faut vite imaginer une ventilation non invasive.
Et l'étude qui montre, cette étude de Giroux, qui est une étude très bien citée, sur 479 patients, avec BPCO, comme je dis, ils ont des pathologies respiratoires chroniques et donc des patients à risque. Ça montrait que l'augmentation, n'est-ce pas, la ventilation non invasive était associée, n'est-ce pas, avec une réduction significative de l'incidence de PAV. Et il montre aussi que de plus en plus, quand le personnel est formé, on peut finalement vite sévrer le patient, l'enlever de la ventilation mécanique à la ventilation non invasive. Donc, c'est de plus en plus pratique, mais cela suppose qu'on a une équipe sur place qui s'y connaît, qui a les guidelines avec lesquels il travaille. Et donc, le message, il faut éviter l'intubation et diminuer sa durée aussi tôt que possible. Alors, la réduction des micro-inhalations, comment il faut? Généralement, il y a différents mécanismes, notamment le contrôle de la pression des ballonnets, n'est-ce pas? Autour de 20 à 30 cm sous l'eau. Alors, la prévention des inhalations des sécrétions trachéales et des liquides gastriques a été accompagnée avec une forte réduction, presque de 50%, n'est-ce pas, de l'incidence de PAV, mais alors, ça n'a pas beaucoup joué, n'a pas eu beaucoup d'impact sur la mortalité, selon cette bonne étude de Mentzer. Une autre façon, c'est évidemment l'aspiration des sécrétions sous-glottiques. Alors, ce drainage de sécrétions sous-glottiques a été associé avec une diminution de plus de 50%, de plus ou moins 50% aussi de l'incidence n'est-ce pas, des PAV aussi. Et quand vous voyez ces différentes études projetées ici, ça montre une forte réduction quand on fait tout simplement ces aspirations de sécrétions sous-glottiques de manière fréquente, en effet. Un effet très protecteur. Quand vous voyez n'est-ce pas, toutes les valeurs aller vers gauche, donc, n'est-ce pas, un effet protecteur. Alors, il faut aussi empêcher l'inhalation de liquide gastrique, qui est un grand problème chez les patients à ventuler. Et comment il faut faire? Favoriser la position semi-assise au-delà des 30 degrés. Je vais revenir avec l'aide-mémoire. Alors, éviter la sédation profonde. Il faut essayer de faire l'usage des sondes gastriques de petite taille et donc une aspiration sous-glottique continue est plus recommandée. Le contrôle continu de la pression du ballonnet, je suis encore cette bonne étude nécessaire. Ça montre l'étude faite sur 112 patients, une surveillance de la pepsine, une micro-aspiration 18% contre 46% de réduction, n'est-ce pas? Ce qui est très énorme. Et donc, le contrôle continu de la pression du ballonnet diminue significativement la quantité de pepsine dans le micro-aspiration des patients sous ventilation, ce qui évidemment aussi réduit les degrés de colonisation. On va revenir un peu trop sur ce tube qui est aussi important, qui est très familier, n'est-ce pas, familier aux gens qui travaillent aux unités de soins intensifs. Et donc, les ETT ou donc tout simplement les tubes endotrachéales, parfois on y met le Silvacost, donc, n'est-ce pas, ces tubes qui sont garnis un peu de matière d'argent. Alors, ces protecteurs, ils ont une action plus ou moins locale aussi au niveau de ces carrefours où vous avez vu, n'est-ce pas, accumuler toutes les colonisations. Et ça a été associé à beaucoup de réduction, n'est-ce pas, des survenus, donc des survenus des PAV chez le patient en réanimation. Parfois, il faut aller en détail par rapport au ballonnet, la morphologie, etc. Beaucoup d'études sur la position de la tête du lit aussi. Toutes ces études montrent une réduction, mais pas beaucoup sur la durée de séjour ou de la mortalité. Et donc, patient légèrement sédaté en position semi-assise, voilà un peu l'idéal. Mais est-ce que c'est toujours ça? C'est toujours possible d'avoir ces 30 degrés? Ce n'est pas toujours évident. Si vous avez travaillé dans ces soins intensifs,
vous conviendrez avec moi que ce n'est toujours pas évident pour beaucoup de raisons, parce qu'il existe aussi des contre-indications, n'est-ce pas, à cette position, et je vais y revenir encore un peu. Une quatrième façon de réfléchir sur le plan mécanistique, c'est donc la modulation de la colonisation des labres respiratoires et du tube digestif. Alors, des études qui montrent que voilà, l'usage de chlorhexidine, où on va faire, n'est-ce pas, un rinçage d'abord du patient, enlever tout ce qu'il y a comme plaque et nettoyer la cavité buccale à la chlorhexidine, a réduit aussi, n'est-ce pas, de manière significative l'incidence de PAV chez les patients en réa. Mais évidemment, de toute manière pratique, est-ce que c'est des choses que nous faisons chez nous dans nos structures de soins? Ce n'est pas vraiment de gestes compliqués, mais la question, c'est d'y penser. Savoir qu'on peut faire ça et on peut vraiment éviter aux patients le calvaire. Alors, des études sur le probiotique, peut-être ce n'est pas trop courant chez nous, pas aujourd'hui ou demain, mais pour information, il y a beaucoup de gens parce qu'on s'est dit que, n'est-ce pas, les microbiomes des patients ventilés est perturbé. Et donc, si on complémentait un probiotique, n'est-ce pas, on peut arriver à réduire l'incidence, n'est-ce pas, des PAV. Et les études, par exemple, celle-ci a montré qu'il y avait une réduction de plus ou moins 30% d'incidence, n'est-ce pas, des PAV. Alors, il y a aussi les drainages sous-glottiques intégrés, donc le DSS. Ça aussi, ça donne des résultats très significatifs. Mais exactement aussi, il y a un effet modeste, mais bénéfique sur la mortalité. Ce qui fait de ça comme, n'est-ce pas, une procédure IPC très importante parce que ça réduit aussi la mortalité. Et donc, quelle serait l'aide-mémoire alors? On a parlé beaucoup de pratiques, mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme aide-mémoire pour une équipe de PCI dans un milieu à faible revenu? De manière simple, surélever la tête des lits du patient intubé et sous ventilation mécanique entre 40 et 45 en l'absence de toute contre-indication. Cette mesure a pour but de réduire les risques d'aspiration de fluides oropharyngés et d'améliorer alors le volume pulmonaire ainsi que la ventilation des patients. Mais alors, il faut vérifier le respect de la hauteur toutes les 4 heures, parce que parfois, vous trouvez que le patient, finalement, il s'est encore incliné, etc. Il faut que le cube qui est là, n'est-ce pas, le remette encore en bonne position. Ça, c'est très important. Alors, il faut toujours, non chair en médecine, notre premier principe, souvenez-vous, ne jamais nuire. Alors, il y a toujours des contre-indications. Et donc, le bon médecin, le bon personnel de soignant, il connaît d'abord les contre-indications avant de connaître les indications. Et donc, la chirurgie récente de la colonne vertébrale est une contre-indication, le traumatisme de la moelle épinière, une plaie abdominale, une fracture instable du bassin, l'instabilité hémodynamique, les interventions en cours, ça sont des contre-indications. Et donc, s'il y a ces contre-indications, il ne faut jamais faire cela. Deuxième élément important, c'est que c'est l'évaluation quotidienne de la disposition à l'extubation. Est-ce que nous pouvons sévrer notre patient? Est-ce que nous pouvons l'extuber? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Plus le patient prolonge son séjour, plus il devient un risque. Et donc, cette évaluation doit être quotidienne à chaque tour de salle. Même si vous le faites 2-3 fois, c'est toujours très intéressant. Et pas une personne, c'est mieux toujours une équipe. Parce que l'évaluation quotidienne de la disposition à l'extubation devrait porter dans l'ordre sous la réduction minimum de la sédation et la vérification de la capacité du patient à respirer sans assistance. Et donc, ici, il faut alors intégrer la ventilation non invasive dans le protocole de ventilation. Troisième élément important, c'est le drainage des sécrétions sous-glottiques. Et là, on utilise donc un tube endotrachéal avec un système de drainage des sécrétions sous-glottiques intégré. Parfois, on n'en a pas dans nos structures, mais évidemment, on n'en a pas aussi parce qu'on ne sait pas que c'est aussi très important à ce point pour prévenir cette pathologie aussi morbide. Et donc, aujourd'hui,
l'objectif, c'est encore, n'est-ce pas, nous amener à pouvoir intégrer ça dans nos services de réanimation. Généralement, on parle des inhalothérapeutes, mais dans nos conditions, on n'en a pas. On a toujours un kinésithérapeute, enfin, on a un physiothérapeute, mais souvent, chez nous, on l'appelle même kiné dans beaucoup de structures. On a un kinésithérapeute. Et donc, lui-même, il peut facilement être formé et intégrer le service. Généralement, ce genre de physiothérapeute, on le voit dans beaucoup d'hôpitaux qu'en orthopédie. Et donc, de plus en plus, l'équipe de PCI devrait le ramener, ne fût-ce qu'un, si on en a 2 ou 3, venir faire le tour de salle aussi aux unités de soins intensifs pour n'est-ce pas, pour beaucoup d'autres raisons que vous connaissez, notamment la mobilité précoce, etc. Et donc, ici, nous insistons beaucoup sur l'usage de tête avec DSS. Et c'est là parce qu'on a vu que non seulement que ça réduisait le risque, mais aussi ça diminuait le taux de mortalité. 4e élément, donc, c'est les soins buccaux. Ce sont les soins buccaux, n'est-ce pas, avec une décontamination orale au moyen de la chlorhexidine. Geste très simple, mais salutaire. Les soins buccaux et décontamination orale au moyen de la chlorhexidine, juste utiliser 15 ml de solution de chlorhexidine, 12%, 0,12%, toutes les 12 heures, à la suite de l'administration des soins buccaux, incluant un brossage des dents et une succion de sécrétion buccale. Et ça, je suis passé dans beaucoup d'hôpitaux en Afrique. Je n'ai pas vu dans beaucoup d'hôpitaux les gens faire ces petits tests aussi banals qu'ils soient, et salutaires et très significatifs sur le plan PCI. Parce que tout simplement, on a vu que la colonisation oropharyngée ainsi que celle de la plaque dentaire sont des facteurs de risque pour le PAR, car il existe une concordance élevée entre les bactéries qu'on y rencontre et celles du liquide d'aspiration trachéale. Les preuves sont toutefois insuffisantes pour permettre une recommandation définitive concernant la méthode à adopter et les produits à utiliser pour les soins buccaux. C'est comme ça que vous voyez parfois les gens utiliser le bicarbonate, etc. Mais alors, utilisez au moins quelque chose, de manière simple, même si vous n'avez pas la chlorhexidine 0,12%, commencez par ces rinçages réguliers des patients en réanimation, n'est-ce pas? Essayez d'enlever les tartres dentaires, le plaque, si vous le pouvez, et ça, c'est déjà salutaire. Alors, si on peut faire un peu plus, c'est toujours mieux. Autre pratique, regardez encore l'image d'Ignace Philippe, le père, n'est-ce pas, le pionnier des lavages de mains, qui, seulement avec le lavage de mains en Autriche, n'est-ce pas, en son temps, il a diminué ce qu'on appelait en ce temps-là la pandémie ou l'épidémie n'est-ce pas, des infections puerpérales. Et donc, du coup, en postpartum, et donc, du coup, avec cet acte simple, avant de mettre et après avoir retiré les gants, lorsque les mains sont visiblement souillées ou pas, après le contact avec l'environnement du patient, toujours se laver les mains. Et donc, et une façon simple, si on n'a pas de robinet dans les hôpitaux, vous allez dire, écoute, monsieur, nous, on n'a pas de robinet dans toutes les salles. Et je vous l'accorde, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on sait avoir actuellement, maintenant, on sait avoir de petits bassins bien faits où on peut faire en plastique des petits dispositifs de lavage de mains. Et j'adore vraiment cette façon d'adapter les choses. Et donc, du coup, on n'a plus de raison de ne pas adapter ça, peu importe les conditions dans lesquelles on travaille. Alors, un autre élément très important, c'est la nutrition. Vous savez très bien, plus on initie la nutrition intérieure de façon sécuritaire dans les 24 à 48 heures suivant l'admission aux soins intensifs, plus on aide le patient en effet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entourent la nutrition des patients. Si on introduit les sons de gros calibre par voie orale, il est acceptable aussi d'introduire des sons de petits calibres par voie nasale. Parce que vous savez que s'il y a ces rétros, n'est-ce pas, du flux gastrique, et donc du coup, ça va tout simplement aller augmenter encore le flux au niveau du carrefour oropharyngé, et donc, n'est-ce pas, appellation
des pathogènes là-bas. Bien vérifier le bon emplacement de la sonde gastrique avant de dépister l'alimentation ou d'administrer une médication. Parce que si seulement ce n'est pas bien en place, on a aussi cette pneumonie d'aspiration, n'est-ce pas, qui complique encore les tableaux. Bien positionner les patients en tout temps, tête surélevée surtout par rapport à son alimentation. J'arrive dans une structure de santé où on fait seulement, demande à l'infirmière par curiosité, vous donnez assez, est-ce que ce patient a mangé? Oui, il a mangé. Vous avez fait les gavages? Oui, il a fait les gavages. Nous avons fait le gavage. Combien vous avez donné? Non, nous avons donné ce que la famille a amené. La bouillie qu'ils ont préparée, nous avons donné. Mais combien? Non, c'était une cruche, vous savez. Et donc, du coup, parfois, on ne prend pas compte du résidu gastrique. Et vous savez qu'il ne faut pas aller au-delà de 500 millilitres. Et donc, la préférence, c'est parfois aller de manière continue chez ce genre de patients. Et donc, du coup, c'est rare, parfois, tu passes dans les dossiers médicaux où tu vois que le médecin ou l'infirmier, ils se sont assis et calculé les besoins alimentaires en termes de millilitres chez les patients. En pédiatrie, c'est courant, mais chez les patients âgés, en médecine interne ou en chirurgie, généralement, dans certains hôpitaux, on ne fait que gaver. Et donc, du coup, demain, on va voir le patient développer suffisamment de complications, mais on ne sait pas non plus faire, n'est-ce pas, cause à effet, rattacher le dé. Mais alors, si on connaît que c'est un danger, alors on peut se dire non, c'est parce que ce patient, il en a eu beaucoup par rapport à son résidu gastrique. Et donc, les pratiques qui favorisent la mobilité et l'autonomie des patients sont très importantes aussi. Et comme ça, c'est là même le rôle encore de tout le monde, mais essentiellement aussi d'un physiothérapeute. Tu peux commencer à faire une kiné passive au lit, n'est-ce pas, au chevet de patient. Et c'est toujours très important. La même chose pour les exercices, n'est-ce pas, précoces, etc. Et donc, des pratiques, il y en a beaucoup. Vous verrez que ces pratiques ne se différencient pas. C'est presque le pratique standard. Ces pratiques ici courantes que nous avons sur les autres infections associées aux soins sont aussi pratiquées chez le même patient, notamment changer les circuits respiratoires uniquement lorsqu'il est visiblement souillé ou qu'il présente des problèmes de fonctionnement. Et ça, et donc, sur tous les dispositifs invasifs, il ne faut jamais les changer de manière régulière quand il n'y a pas d'indication, parce que chaque manipulation est une source d'infection. Alors, on a défini la maladie, on a regardé l'ampleur, nous avons le mémoire de ce que nous pouvons faire, mais la question la plus importante, est-ce que nous pouvons implémenter ça dans nos structures? Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous n'avons pas les données? Comment nous allons faire l'action si nous n'avons pas les données? Et donc, c'est possible de le faire. Il faut commencer par un petit échantillonnage. On s'est dit, nous allons évaluer 5 à 10 patients ou 20 à 25 patients durant la période financière. Généralement, vous allez dire, n'est-ce pas, dans le premier trimestre de l'année ou dans le deuxième trimestre de l'année, et nous allons faire ça chaque année, par exemple. Vous avez un objectif. Après, il faut maintenant une stratégie. Le PI ou le patron de la PCI, il fait son petit protocole de réflexion qu'il soumet à la direction. Et dans ce plan, qu'est-ce qu'il peut proposer? Il mise en place donc la stratégie dans l'établissement pour convaincre tout le monde. Il te faut plus ou moins 1 à 2 mois. Mobilisation du personnel, faire des formations, voir les gens qui sont intéressés, ça peut te prendre 1 mois. Alors, il faut commencer maintenant à faire la promotion du changement. Appliquer ce que vous voulez faire. 4 à 9 mois. Et alors, il faut documenter ce que vous avez fait et diffuser les résultats. Cela peut prendre aussi 1 mois. Qui doit faire ton équipe? Qui doit faire partie de ton équipe? Et donc, le groupe doit être interdisciplinaire. L'anesthésiste doit faire partie. Les gens qui travaillent aux soins intensifs, le médecin d'urgence, parce que tout commence par là, n'est-ce pas? Le chirurgien, quelqu'un qui travaille aux soins en salle d'opération, l'infirmière chef de l'unité, le physiothérapeute, les infirmières, n'est-ce pas, ou le monitrice aux soins intensifs,
Et donc, le microbiologiste aussi doit faire partie, n'est-ce pas? Parce que s'il faut confirmer, etc., ce sont eux aussi microbiologiquement qui vont vous aider. Si vous avez un outbreak, donc une épidémie de MRSA, ils sont les seuls qui vont vous aider à confirmer. Et donc, une infirmière PCI. Pour que ça passe, généralement, il faut prendre le chef de département de ce service là-bas, soit de médecine interne ou de l'unité aiguë, et vous le faites comme patron sur le plan stratégique. Et alors, il faut alors implémenter votre stratégie. Des méthodes de travail afin d'aider les intervenants à intégrer les pratiques recommandées à leur travail peuvent être élaborées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut afficher les gens, il ne faut pas croire que les gens vont gober à ce que vous leur dites. Parfois, on pense qu'on a parlé et voilà, tout le monde a compris. Non, il faut afficher. Afficher sous le mur aux soins intensifs, afficher dans la salle des infirmières. Si vous avez des tablettes, alors mettez sur les tablettes et vous pouvez utiliser tout ce que vous avez pour que vous soyez sûr, ou alors vous pouvez imprimer et mettre dans chaque fiche du patient. Chaque fois qu'il arrive, le patient est intubé, par exemple, vous mettez cette aide-mémoire là-bas. Alors, quand on ouvre, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque part. Alors, il faut se mettre une liste d'actions à accomplir quotidiennement sur le dossier des usagers ventilés. Et cette aide-mémoire va comporter, n'est-ce pas, les particularités, notamment sur l'installation des sondes avec DSS, etc. Alors, quelles sont les variables qu'il faut récolter? Parce que vous voulez montrer qu'il y a PAV ou il n'y a pas. Et vous devez montrer, vous voulez quantifier pour qu'il y ait action. Et donc, il faut sélectionner bien les variables. Il faut savoir bien définir ce qu'il faut. Il y a donc des infections, n'est-ce pas, associées à la ventilation. Et il y a tout ce qu'on appelle comme conditions à la ventilation. Qu'est-ce qu'on appelle conditions associées à la ventilation? Et donc, vous avez un patient ventilé depuis plus de 3 jours, et n'est-ce pas, qui a eu plus de 2 jours de stabilité ou d'amélioration et qui présente, n'est-ce pas, à la suite d'une détérioration de la saturation d'oxygène, 2 des critères suivants: la température élevée ou diminuée, le globule blanc au-delà de 12 000 ou inférieur à 4 000, et il y a et là-bas, donc c'est additionnel, une introduction d'un nouvel agent antimicrobien pour une durée d'au-delà de 4 jours. Alors là, vous avez défini votre condition associée à la ventilation. Vous n'avez pas encore confirmé que ces patients avaient une infection associée à la ventilation. Et donc, là, on aura encore 2 possibilités. On a le pneumonie associée à la ventilation qui peuvent être probables et d'autres peuvent être tout simplement définis comme possibles. Cela est fonction de ce que vous avez sous la main. Et donc, tout le monde peut faire quelque chose. Par exemple, définir ces conditions ici, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de quelque chose de sophistiqué. Au moins, le globule blanc, on le mesure un peu partout. Même dans la forêt, les gens peuvent ne pas avoir la créatinine, mais peuvent savoir au moins faire le globule blanc. Et donc, la température, simple thermomètre, et vous voyez, vous avez au moins défini les conditions associées à la ventilation. Alors, pour se dire que c'est une infection, il y a des définitions, comme j'ai dit, vous pouvez faire, c'est une PAV probable ou alors possible. Quand est-ce qu'on dit qu'une PAV est probable? Et donc, le patient est ventilé depuis plus de 3 jours, plus de 2 jours, il est stabilisé, ou alors il y a une amélioration, mais présente par la suite une détérioration de l'oxygène. Alors, il doit remplir quelques conditions. Soit la présence de sécrétions respiratoires purulentes, faciles à voir, à l'œil nu, détectées à partir de plusieurs spécimens cliniques répondant aux critères d'une PAV possible. Et l'un des critères suivants, soit alors une culture de sécrétion endotrachéale ou de sécrétion provenant d'un lavage broncho-alvéolaire, des tissus pulmonaires, d'un échantillon prélevé par brossage protégé, ou alors un proxy par DESA, si vous savez en avoir. Deuxième élément, la présence est donc soit
d'une culture de l'écoute pleurale positive. Mais alors, cette culture doit être, il y a un bémol là-bas. Le spécimen doit avoir été prélevé soit par une ponction pleurale ou alors lors d'installation d'un premier drain thoracique et non, très important, par le prélèvement provenant d'un drain thoracique déjà en place. Cela ne définit pas une culture de l'écoute pleurale positive pour le patient sous PAP. Analyse alors aussi d'histopathologie pulmonaire positive, ou alors vous avez le légionnaire qui est positif, le prélèvement des sécrétions respiratoires positives, soit pour des virus de grippe, virus respiratoire syncytial, ça vous donne la possibilité de définir une PAV probable. Une PAV possible. Docteur Patrick, il vous reste 5 minutes. Hein? Ah ouais, on va donc conclure très rapidement. Ouais. Donc, ici, je disais comment vous définissez vos variables. Soit vous avez une condition tout simplement associée à la ventilation, soit vous avez une PAV qui est probable ou possible. Voilà, on a les différentes définitions. Après, je disais, écoute, on va faire finalement des actions. Chaque jour, qu'est-ce qu'on va faire dans notre surveillance? Vous avez ça. Des choses à cocher. Matin, midi et soir. Vous mettez la date, vous signez. Et donc, on a dit nécessité du cathéter central, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Nécessité de la sonde, nécessité de l'intubation, site du cathéter, état de pansement du cathéter, possibilité d'installer une sonde à drainage sous-glottique intégré, DSS, possibilité, n'est-ce pas, de contamination bicale avec chlorhexidine. Chaque 12 heures. On coche ce qui n'a pas été fait en médecine, ce qui n'a pas été écrit n'a pas été fait. Voilà pourquoi on doit mettre ça. Avec ça, vous avez vos indicateurs. Vous savez si réellement on a adhéré au protocole, parce que vous avez ça, vous devez venir le voir toujours, et vous avez déjà défini vos variables. Il va vous rester le mesurage, l'estimation. Et il semble que c'est vraiment, n'est-ce pas, obligatoire que dans tous les hôpitaux où on intube les patients, où on les assiste, on doit déclarer ça obligatoirement. Et donc, partout où on a un service de réanimation, c'est une obligation. Dans certains pays, comme le Canada, la France, on trouve même ça. Vous devez le faire et afficher sur, n'est-ce pas, les sites publics, et tout le public doit voir ça. Alors, si on ne peut pas le faire, ne fût-ce qu'on peut communiquer à la direction, au service et à la direction provinciale, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Par exemple, si vous voulez voir cela chez les adultes, vous allez prendre votre numérateur comme le total des cas de pneumonie après 48 heures de ventilation assistée aux soins intensifs. Vous allez le multiplier par 1000 pour voir le 1000 jours. Et alors, le total, donc le dénominateur, ça va être, n'est-ce pas, total du jour où les patients, ce sont les adultes de 18 ans et plus aux soins intensifs qui ont été branchés sur le respirateur. Et donc, ça, c'est un exemple très intéressant de la province, n'est-ce pas, d'Espiadi, qui montre un peu les résultats nationaux. Et donc, on a compilé dans différents hôpitaux et on est en mesure de faire une publication au niveau national. Voici la surveillance de ces événements. Et donc, pour 100 patients, voici ce qu'on a eu de manière brute. Et pour 1000 journées d'hospitalisation, voici ce qu'on a eu. Vous calculez la médiane, etc. Et donc, après, si vous avez vos résultats, il faut maintenant les diffuser. Pour diffuser, il faut d'abord, n'est-ce pas, présenter les résultats à l'EQPCI, puis présenter à la direction, feedback au département, et alors vous pouvez communiquer aussi avec la direction générale au niveau provincial, et donc la direction provinciale qui va communiquer aussi au niveau national, et on peut finalement compiler les données au niveau national. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention et on serait content d'avoir votre feedback. Merci. Merci, Prof. Chedli. Bravo, bravo, félicitations, vraiment, Dr. Patrick. J'estime, et je crois que les collègues sont d'accord avec moi, que votre présentation a parcouru toutes les dimensions. Ça a commencé par un aperçu général, et ça a commencé de général au spécifique. Vous en avez donné toutes les dimensions techniques en rapport avec la pneumonie.
Et à la fin, même vous avez proposé des plans d'action simplifiés et adaptés que les collègues peuvent adopter et mettre en œuvre. Vraiment, même beaucoup de participants qui sont en train de vous saluer et vous dire c'est super et c'est bravo. Alors, si vous permettez, docteur Patrick, je peux passer à la première question que pour moi aussi, ça a été un peu pas très clair. La première question, c'est de notre collègue Delors Mitanta. Elle vous dit, la frontière semble ne pas être nette entre la pneumonie nosocomiale et la pneumonie associée aux soins de santé. Toutes les deux sont des infections associées aux soins. S'il vous plaît, pouvez-vous tracer la frontière pour différencier? À vous, docteur Patrick. Merci beaucoup. Merci, cher collègue Delors. Une question très pertinente. Alors, le patient arrive. Est-ce que vous pouvez revenir au diapo? Parce qu'il y a un diapo, je crois. Oui. Je crois qu'il y avait un diapo qui fait la différence. Oui, ouais, c'est là. Et donc, une pneumonie nosocomiale, ça arrive chez les patients qui sont hospitalisés. Hospitalisés. Au-delà de 48 heures. Il est arrivé, il n'avait pas de signes de pneumonie. Et du coup, il développe des signes, comme on a dit, soit une PAV probable ou possible. Et donc, là, il a, n'est-ce pas, une pneumonie nosocomiale. Ça peut être tout simple, ça peut être, s'il est intubé, donc s'il est ventilé, ça va être une PAV, possible ou probable. Ce n'est pas ventilé, il est arrivé, et il a, je veux dire, opéré pour appendicectomie, n'est-ce pas? Il a une appendicectomie, puis après, 48 heures après, vous voyez, il a développé une infection pulmonaire, une pneumonie, ou il est venu pour infection urinaire. Du coup, après 48 heures, il a une infection pulmonaire. Ça, c'est une pneumonie nosocomiale. Parce qu'il n'était pas présent à l'admission. Mais alors, une pneumonie associée aux soins de santé, ça arrive chez un patient qui n'est pas hospitalisé, mais qui a une histoire d'avoir été à l'hôpital. Et ça, je vais donner un exemple simple. Un patient en onco qui est arrivé prendre sa chimiothérapie. Il arrive aujourd'hui, il a sa chimiothérapie, et puis ce jour là-bas, il allait bien, il n'a aucun problème pulmonaire. Puis il rentre, 48 heures après, vous l'avez aux urgences. Il tousse, il chauffe, etc. Vous faites une radio, ça confirme une pneumonie, vous auscultez, il a tout ce que vous voulez comme râle, cropitant, etc. Est-ce que ce patient a une pneumonie communautaire? Je dirais oui, mais ça sera très simple. Il peut me filer entre les doigts. C'est possible qu'il ait ça en communauté, mais ça sera simple. Mais c'est plus probable qu'il ait ça à l'hôpital parce qu'il a séjourné à l'hôpital. Et donc, du coup, on est plus prudent d'appeler ça pneumonie associée aux soins de santé, qui est tout simplement pneumonie communautaire. Ça sera très simple et on a vu beaucoup de patients succomber comme ça. Une autre possibilité, c'est quelqu'un qui vient au service de dialyse. Quelqu'un qui a son insuffisance rénale chronique, attend sa greffe, mais qui vient couramment en service de dialyse. La chaise que vous voyez là-bas, il s'assoit, on fait sa dialyse, il lit son journal. Les infirmiers arrivent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et donc, du coup, 48 heures après, 72 heures après, M. X vous revient aux urgences avec des signes d'une pneumonie. Il serait plus simple de l'appeler pneumonie communautaire, mais ce sera vraiment à tort. Alors, le consensus se permet de dire ça, c'est une pneumonie associée aux soins de santé parce que le patient
à séjourner à l'hôpital dans les 48-72 heures avant. Et donc, vous allez les traiter parce que vous savez, je ne suis pas rentré sur les traitements ici parce que les traitements, au début, ils doivent d'abord être empiriques par rapport aux germes que vous estimez. S'il est en communauté, vous allez le traiter avec un traitement empirique d'un traitement communautaire. Mais alors, si vous savez qu'il est passé à l'hôpital, et donc vous allez le traiter avec en tête le germe nosocomial. Voilà donc la différence qu'il y a là. Oui. Merci. Merci, Dr Patrick. Je crois que la différence est nette entre communautaire et associé aux soins. Ce que je propose, et je sollicite, est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, que ce sous-groupe d'infections associées aux soins, que ce soit des pneumonies nosocomiales ou le pneumonie associée au ventilateur, ou le pneumonie associée aux soins de santé, vu qu'ils ont quelques déterminants ou quelques facteurs communs, comme ils se développent 48 heures après l'admission, comme ils n'ont pas été présents dans l'admission, pour faciliter l'approche et la compréhension, ne pas le regrouper ensemble. C'est de là que nous venons, professeur Chedli. Dans le temps, on disait c'est ma pneumonie nosocomiale. Mais alors, on s'est rendu compte qu'on manquait quelques paramètres et qu'il fallait dissocier ça. Donc, auparavant, c'était simple, communautaire ou nosocomial. Mais maintenant, on s'est rendu compte que la mortalité augmentait parce que parfois, on ne pensait pas essentiellement à ces pneumonies associées aux soins. Et donc, du coup, Healthcare Associated Pneumonia. Et donc, on a vu qu'il fallait les dissocier des autres. Et ce qui est, à mon avis, très, très important parce que non seulement on définit correctement la maladie, et alors on la soigne aussi correctement. Si on ne les dissocie pas, on penserait que la pneumonie nosocomiale, ça survient seulement chez le patient hospitalisé. Ouais. Et c'était ça le piège, en effet. Merci bien, vraiment. Merci, c'est clair. Et j'espère bien que c'est clair pour les collègues et notre collègue Delors Mitanta qui a posé la question. Une deuxième question, s'il vous plaît, Dr Patrick, c'est de la part de notre ami Filani Kaita de la Guinée. Il vous dit, s'il y a une indication d'hygiène des mains après le contact avec l'environnement du patient, faut-il faire l'hygiène des mains avant le contact avec l'environnement du patient? Ne pas faire l'hygiène des mains avant le contact avec l'environnement du patient ne constitue-t-il pas patient? Est-ce que vous avez saisi le lien avec sa question? Environnement, milieu de patient et hygiène de main. Oui, docteur Patrick? Oui, ça c'est vraiment une question très, très, très capitale. Je dirais que la réponse est simple en fonction du lieu où on se trouve. Elle est complexe en fonction du lieu par rapport au lieu, en fait. Parce qu'à des lieux où c'est facile d'avoir de l'eau, se laver, on le fait tout le temps, et c'est imaginable, que ce soit avant, après, etc. La théorie est simple. C'est qu'en théorie, je vais voir mon patient, je me lave les mains. Je termine à me laver les mains, je me lave les mains. De manière simple. Et donc, maintenant, la question la plus importante, c'est la praticabilité. Praticabilité. Est-ce qu'on a cette eau pour se laver chaque fois qu'on touche l'environnement? Parce qu'on vient de voir que dans l'environnement, il y a aussi les microbes là-bas. Rappelez-vous, les principes de Pasteur, les germes microbiens inégalement répartis dans l'atmosphère. Et donc, du coup, si je sais que les microbes sont partout, je me lave les mains avant de toucher mon patient et juste après. Mais la faisabilité, comme j'ai dit, quand vous entrez dans beaucoup de salles de soins, il n'y a pas de l'eau. Et c'est là le piège. Il faut d'abord commencer à trouver les dispositifs pour se laver les mains. Et comme j'ai essayé d'insister, je suis en train d'insister sur ça, peu importe où on se trouve, maintenant, le génie de l'Africain, c'est qu'on commence à avoir des petits seaux où finalement, on peut avoir l'eau coulante, pas courante, coulante, avec un petit robinet, n'est-ce pas? Courante, c'est qu'on se lave seulement comme ça et l'eau dans un bassin. Ça, c'est très mauvais.
Mais coulante, c'est que ce dispositif qui est repêché probablement sur un tabouret. Et alors, on a un bassin en bas. Vous pouvez ouvrir les robinets et vous lavez les mains avant et après le patient. Avant et après chaque geste. Oui, merci vraiment. La troisième question, il y a des collègues qui ont levé la main. Je vais revenir et prendre quelques-uns. Juste je passe à la troisième question de la part de notre ami Félix Sabot. Alors, il dit bonjour, prof. Bonjour, docteur Patrick. Merci pour cette brillante présentation. Je voudrais savoir si l'utilisation du gel ou de solutions hydroalcooliques peut tout aussi bien contribuer à la prévention et au contrôle d'infection dans certains cas comparé au lavage d'humains. Par ailleurs, pourrait-on avoir la présentation? Notre collègue Dr Sabo, il est de Burkina Faso. Alors, vous répondez, sinon je vous donne une petite pause et je réponds, Dr Patrick? Oui, allez-y, professeur. Oui, merci pour votre question, Dr Félix. Oui, Dr Félix, comme vous l'avez dit, l'usage quand on parle des produits de solutions hydroalcooliques, les solutions hydroalcooliques, ça inclut les produits fabriqués, que ce soit en état liquide ou gel ou mousse, qui contiennent un principe actif qui est l'alcool, dont un pourcentage en degrés qui dépasse le 65 à 70%. Autant que nos mains sont nettement, clairement propres, on peut utiliser et opter pour les solutions hydroalcooliques. Et c'est très, très efficace pour l'hygiène des mains. Mais du moment que vous avez vos mains nettement sales ou que vous avez suspecté avoir touché des liquides biologiques ou autres, alors il est recommandé d'opter pour l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon. À propos de la présentation, oui, elle va être partagée avec vous sur votre adresse email avec laquelle vous êtes inscrit. Merci, Dr Patrick. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait, professeur. Très bien. Merci bien. Merci bien. Notre ami Romain Ekpaya, il dit, s'il vous plaît, prof, veuillez revoir le temps accordé aux intervenants, car la matière pourrait être très intéressante. Il risque que l'intervenant survole sa matière prévue. Merci pour le souci partagé, Dr Roma. Je crois que Dr Patrick a eu tout le temps. Juste, je l'ai rappelé du temps à la dernière minute et c'était à le 2 avant-dernière diapo. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, Dr Patrick. Je ne vous ai pas pressé. Super. Super. Alors, notre collègue Corani Bourgoin, il demande lavage simple de mains ou traitement hygiénique des mains. Lequel vous recommandez dans le cas de des cas de pneumonie associés aux soins, Dr Patrick? Oui, c'est une question très difficile, mais moi j'aime être un peu pragmatique aussi. Ce que j'ai retrouvé, c'est que il n'y a rien qui se fait dans le dé, dans beaucoup de structures, ni lavage, ni traitement hygiénique. Et donc, si d'abord on peut commencer par le simple lavage de mains, qui a prouvé l'efficacité de par le monde, beaucoup d'études qui a montré tout simplement si on respecte, n'est-ce pas, les différentes manières de frotter les mains, etc. Avec l'eau coulante, on a un savon. C'est énorme. Si déjà on peut implémenter ça dans nos hôpitaux en Afrique, on empêcherait les décès de beaucoup de nos compatriotes. Alors, si au-delà de ça, vous pouvez avoir suffisamment d'autres techniques, traitements supplémentaires pour traiter vos mains, un peu comme des chirurgiens les font, etc. Si au-delà de ça, comme le prof Chadli vient de dire, vous pouvez rajouter les gels hydroalcool, c'est toujours mieux. Mais comme le prof Boulabo l'a dit, parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, c'est à vous de voir dans votre structure, si on peut bien se laver les mains, c'est déjà un pas. Eau coulante, savon, on respecte les 10 temps. Si on ne peut pas, alors
si on peut faire plus, c'est mieux de faire plus. Voilà. Oui, Prof. Chadli. Merci bien, merci pour votre réponse. Je crois que vous avez bien répondu et par rapport à la technique d'hygiène de main la plus recommandée vis-à-vis de la prévention de la pneumonie nosocomiale ou associée aux soins. Les collègues qui ont levé les mains pour demander la parole, ils ont abaissé les mains, je n'arrive pas à les retrouver. Je passe à notre question. Ah, maintenant, ils ont levé la main, mais je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Ils ont levé la main de nouveau, mais je ne le trouve pas. Ils peuvent taper dans les Q&A, comme ça on les voit. Oui, j'ai tapé, mais ça n'apparaît pas. Non, non, je veux dire, les amis qui ont levé la main, ils peuvent taper dans les Q&A, comme ça on voit facilement leur nom. Oui. Alors, l'autre question, c'est de la part de notre collègue et ami Fodé Lansana Camara. Il dit bonjour à tous, c'est Dr Fodé Lansana depuis la Guinée-Conakry. Ma question concerne les infections associées aux soins. Comment peut-on appeler une infection qui survient chez un patient traité à domicile par un personnel de santé, c'est-à-dire en dehors de l'établissement de santé? Vous voulez répondre, Dr Patrick? Vous allez m'aider, c'est la question la plus difficile. Oh oui, oui. Je ne connais pas trop. Je peux commencer, oui. Vous pouvez me compléter. Oui. Merci, Dr Fodé. Bon, la première réponse que je vous donne, Dr Fodé et chers collègues, pour les infections prodiguées par un professionnel de santé en dehors d'un établissement de soins, alors ça varie selon les recommandations. Ça, c'est un problème d'ordre légal. Est-ce que légalement, vous êtes habilité et protégé lors des exécutions des soins à domicile? Ça, c'est une. De deux, quand on dit une infection associée aux soins, c'est-à-dire c'est une infection qui a été attrapée lors de l'exécution de soins, indépendamment du lieu ou de local. D'accord? Mais il y a des pays dont la réglementation couvre la prise en charge de ces infections associées aux soins, même s'ils sont exécutés à domicile, l'habilité. Sinon, scientifiquement parlant et théoriquement parlant, si on parle d'infections associées aux soins, indépendamment du lieu d'exécution de ces soins-là, dans une maison pour personnes âgées, à domicile ou dans un milieu hospitalier. J'espère que j'ai répondu à la question. Docteur Patrick, avez-vous un complément à ajouter? Non, c'est super. En fait, c'est là qu'on a mis la différence entre nosocomial et associé aux soins, en fait. Nosocomial est associé aux soins, mais tout ce qui est associé aux soins n'est pas nosocomial ou n'est plus nosocomial. Parce que l'infirmier ou le médecin qui est parti soigner la personne à la maison, il peut avoir pris ces matériels d'abord à l'hôpital, puis il les amène pour ses extras, ou si c'est un soin ambulatoire. Mais ces microbes qui étaient sur son stéthoscope, par exemple, venant des soins intensifs, il va l'amener chez ses patients là-bas. C'est pour cela que c'est important de les documenter. Et alors, on dirait qu'il est associé aux soins. Normalement, c'est healthcare en anglais, donc c'est vraiment les soins. Et donc, du coup, ça couvre très bien la définition des associés aux soins, mais c'est donc pas nosocomial, mais c'est associé aux soins. Et donc, comme le prof Chadli l'a dit, en fonction des législations d'un pays à un autre, et donc, vous saurez si c'est appliqué à votre définition, mais de manière globale, on peut vraiment le rattacher aux infections associées aux soins, comme évidemment dans les maisons de retraite, etc. Dommage, je n'arrive pas à... Il y a trois qui lèvent la main, mais je vois des mains levées sans pouvoir le voir. Chers collègues, essayez de poser vos questions. Je passe. Notre ami Romain, il dit confusion, s'il vous plaît. Combien d'étapes à respecter pour une bonne hygiène des mains?
Alors, chers collègues, pour les étapes, alors là, les recommandations de l'OMS, c'était 7 étapes. Et comme dans les affiches, je ne sais pas si vous avez disponible devant vous la fiche d'hygiène des mains. Alors, dans la fiche, vous pouvez bien voir ces 7 étapes bien détaillées. Je ne sais pas vraiment si vous avez bien suivi ma réponse. Alors, il suffit de revenir vraiment à la fiche d'hygiène de main selon les recommandations de l'OMS. Et comme vous le savez très bien, alors là, on commence à se laver. Si je mets la vidéo, alors c'est très facile. Pomme contre pomme, ensuite le dos de main, ensuite les espaces interdigitaux, ensuite le dos de doigts, ensuite pouce contre pouce, ensuite le pulpe et on finit au niveau du poignet, c'est un peu ça. Ah, maintenant, je vois les mains qui sont levées. Alors, la première, c'est de notre ami, et lui, alors lui, je vous donne la parole. S'il vous plaît, mon ami, soyez, réactivez votre micro et vas-y avec votre question. Soyez précis, concis et rapide. À vous, lui. Oh non, ma question, ma question est déjà prise en compte déjà. Je vous remercie. Déjà, Oui. merci bien, merci bien. Je passe à notre ami Bamouri Baro. Bamouri, à vous, s'il vous plaît, mais soyez rapide et concis. Bamouri Baro, activez votre micro, s'il vous plaît, à vous la parole. OK. Je voulais répondre à la question sur les infections associées aux soins et puis sur les différentes étapes du lavage des mains. Bon, je commence d'abord par les différentes étapes du lavage des mains. Selon l'OMS, on a 5 étapes. Il y a l'étape d'abord de mouiller les mains. Ensuite, on prend le produit et puis on frotte les mains. Dans cette étape de frotter les mains, il y a plusieurs sous-types de frotter les mains entre les espaces interdigitaux, les pouces, etc. Tout ça, ça fait partie de l'étape de frotter les mains. Ensuite, après avoir frotté les mains, on va rincer. Ça fait 4e étape. Et 5e étape, c'est de sécher les mains. Maintenant, Oui, concernant oui, attendez, les s'il vous plaît. infections. Attendez, s'il vous plaît. Alors, ce que vous dites est vrai, mais quand on parle de cette, l'indépendamment de la subdivision que vous avez réalisée, quand on a parlé de cette, c'est-à-dire depuis comment la technique, comment on fasse l'hygiène de main. Mais le préalable, Oui. la préparation, l'eau, tout ça, et mettre la quantité de savon, tout ça, jusqu'à sécher les mains, c'est inclus. Oui. Oui. Rapidement, votre deuxième question, s'il vous plaît. Concernant les infections associées aux soins. Oui. En fait, les infections associées aux soins regroupent les infections nosocomiales et les infections communautaires. Et les infections communautaires, ce sont les infections qu'on acquit hors des établissements sanitaires. Donc, si un professionnel de santé vient à domicile soigner une personne et que cette personne a une infection, c'est une infection communautaire, mais ça fait partie des infections associées aux soins. D'accord, d'accord. Alors, docteur Patrick a répondu à cette question, mais on va revenir de nouveau. Je passe la parole à notre collègue Ndej Mami Valérie. Oui, docteur Ndej, à vous rapidement. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Oui, merci beaucoup, professeur. Moi, je voudrais poser la question à docteur Patrick Katoto. Supposons qu'un malade vienne à l'hôpital et que, supposons que vous recevez un malade, alors le consultant n'a pas diagnostiqué une pneumonie. Il a peut-être fait une erreur, mais que 48 heures après, vous voyez que le patient présente des signes alors que c'est... Oui. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. On a perdu.
Oui, le collègue est parti. Alors, j'ai fini avec... Allô, professeur? Oui. Oui, en fait, je suis docteur Acho Blaise, mais je n'ai pas eu le lien pour suivre la conférence. Donc, c'est un ami qui m'a passé son lien, le camarade Bamori, Baro. Donc, Oui, ce qui fait que mon nom oui. ne s'affiche pas. C'est son nom qui s'affiche quand je parle. Ah, votre nom ne s'affiche pas. Oui, Bon, je sais pas, moi, c'est docteur Acho Blaise. je ne peux pas vous aider à résoudre ça. Écrivez, s'il vous plaît, exactement votre problème. Je vais essayer de répondre directement parce que c'est personnel. Oui, dernière question, c'est de la part de notre ami Olin Gachou du tout. Oui, à vous, Olin. Olin, activez votre micro, s'il vous plaît. À vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, professeur. Oui, à vous, s'il vous plaît. Vas-y. Bonsoir, professeur. Ma question est la suivante. Je veux savoir si le gel peut remplacer de l'eau. En fait, pour dire, si on se purifie avec le gel, est-ce qu'il est possible encore de se laver les mains? Je suis désolé. Écrivez votre question. La qualité de son n'est pas audible. D'accord? Écrivez votre question. Je suis désolé. Alors, merci, chers collègues. Je vais revenir. Oui, écrivez votre question parce que la qualité du son n'est pas audible, s'il vous plaît. Il pleut tellement ici. Oui, je passe à une autre question, docteur Patrick. Vous êtes encore là? Oui, je suis là, professeur. Oui. Alors, je crois qu'il y a des confusions avec les étapes à respecter pour une bonne hygiène de main. Est-ce que vous pouvez clarifier ça? Je n'arrive pas à saisir exactement le souci de deux collègues qui ont posé la main. Il y a un autre même qui a dit. Oui, moi je pense que vous avez donné la bonne réponse. Et je crois que c'est ça, nous suivons les guidelines de WHO. Et c'est vrai qu'il y a suffisamment d'articles là à l'intérieur, mais le plus important pour moi, c'est, j'aime rester sur le plan pratique en effet. Est-ce que nous le faisons? Oui, c'est ça. C'est très important. On n'a pas de données en Afrique, en fait. C'est parce qu'on ne le fait pas. Parce que d'abord, on peut commencer par le faire. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions le faire? Alors, les guidelines des WHO sont connus. Donc, le prof a donné les étapes. Et je pense qu'il faut suivre ces étapes là-bas. Le plus important, est-ce qu'on utilise l'eau? Moi, j'aime rester sur ça. Est-ce qu'on utilise l'eau? Oui. L'eau propre, oui. Est-ce que l'eau est coulante? Oui. On le fait avec quoi? Simple savon. Ça peut faire l'affaire, peu importe où on se trouve. On peut faire plus, je continue à le dire, en fonction du milieu où vous vous trouvez. Vous êtes aux cliniques universitaires à Tagebel. Moi, j'ai travaillé dans des cliniques universitaires, je vais dire, quaternaire, genre Saint-Luc à Bruxelles. Je travaillais dans un petit centre de santé où je fais des chirurgies, dans un petit hôpital où vous avez comme projecteur une torche sur le front ou une lampe tempête. Et quand nous parlons ici, nous essayons de voir toutes ces réalités et comment on peut les adapter. Donc, si vous savez ce qu'il faut faire dans votre hôpital, faites-les. Mais le plus important ici, est-ce qu'on a aussi les basiques? Pour tout le monde, même celui qui est dans le bush, est-ce qu'il peut savoir suivre les différentes étapes calmement et être sûr qu'il y a une adhérence chez tous les personnels de santé? Parce qu'on peut bien faire un débat ici, mais est-ce qu'on va dans votre hôpital, commencer par les urgences, est-ce qu'on le fait? Et c'est là, moi, ma crainte, et c'est là, ça, vraiment, si on se donne le temps d'être ici, c'est tout ça. Voir est-ce qu'on peut susciter ça chez nos camarades dans nos hôpitaux. Quand un patient est accueilli aux urgences jusqu'à sa sortie, dans toute la chaîne, est-ce que les gens se lavent les mains?
n'infuse qu'avec du savon. Est-ce que cela est fait? Maintenant, si vous voulez une documentation, je vais mettre un lien de WHO dans les liens où on peut suivre vous pouvez lire calmement sur toutes les étapes les plus importantes et les détails associés. Mais le plus important, est-ce que nous le faisons? Merci pour ça. Merci bien. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, la question qui a été posée par deux collègues, surtout il y a notre collègue Ali Maïsem, c'est par rapport à le fardeau des infections urinaires qui occupent la première place selon les statistiques que vous ont montrées par rapport aux autres infections associées aux soins. Alors, cher collègue Ali, oui, on va prendre en considération et j'espère dans le futur, avec nos autres collègues, on va essayer d'aborder ce sujet-là. Notre collègue Baroui demande, après la profusion de produits d'hygiène de main, y a-t-il une liste de bons produits recommandés? Alors, les produits recommandés, et ce qu'on dit toujours, et même mon collègue a fait allusion maintenant, c'est un produit qui est disponible sur le marché, mais optez pour le produit d'hygiène de main qui sont à l'état liquide, qui sont sans colorant et sans odeur. C'est-à-dire ceux qui sont éviter ceux qui sont parfumés et ceux qui sont colorés parce qu'il y a plus de produits chimiques qui ont été additionnés. Optez pour notre savon, le pain de savon ordinaire qu'on fabrique à partir de l'huile de palme. Alors là, surtout s'il ne contient pas de soude, il est à pH neutre et il est efficace pour l'hygiène des mains et en plus, il préserve notre peau. Il n'est pas nocif pour nous. Alors, je réponds. pH liquide, un savon liquide, pH neutre, sans colorant, sans odeur, c'est-à-dire le minimum de produits chimiques. Il y a une question pour vous, Dr Patrick, de notre ami Korani. Il dit quels sont les micro-organismes régulièrement isolés dans le PAVM, le pneumonie, la ventilation mécanique. Je crois que vous avez parlé de ça. Oui, je viens de mettre dans le chat ce petit truc de l'OMS dont je parlais. Et donc, le lavage des mains, mains au savon et à l'eau. Vraiment, savon et mains. Vraiment, si on peut faire ça, on se serait rendu vraiment un bon service. Comme je dis, si vous pouvez mettre le gel hydroalcool, etc., en fonction du milieu où vous êtes, faites-le. Le plus important aussi, c'est la durée. 40-60 secondes. Et les étapes, vous avez 0 lavage jusque vous pouvez y aller comme vous voulez. Et donc, le plus important, tout le monde peut lire ça, aller comprendre à la maison, affiché dans les structures, mais le plus important, s'il vous plaît, est-ce que nous le faisons? Voilà. S'il vous plaît, une question rapide. Oui, une question rapide. Il vous dit, le collègue Gourani, quelles sont les indications d'une réintubation de patient? Et je crois que peut-être derrière ça, est-ce qu'il y a plus de risques lors de réintubation, extubation, réintubation des patients? Oui, de manière générale, pour le principe de PCI, on sait que plus, ce n'est pas que pour l'intubation, que ce soit sur, n'est-ce pas, les abords veineux, que ce soit sur le cathéter urinaire, etc. Plus vous faites le geste, plus vous augmentez les risques d'infection et de réinfection. Oui, donc, si on peut le faire le moins possible, c'est toujours vraiment le plus important. C'est comme ça qu'il faut le protéger. Et j'ai vraiment fait appel à une décision multidisciplinaire. C'est comme ça que nous on fait dans le service. C'est qu'il faut le faire dans une équipe multidisciplinaire pour savoir si réellement c'est le bon moment de le faire. Est-ce que nous ne le faisons pas très tôt? Est-ce que nous ne le faisons pas très tard? Cette décision ne doit pas revenir à une seule personne. Il faut faire une équipe et c'est là chaque jour, matin, midi, soir, chaque fois que vous le pouvez. Et donc, les éléments qui vous poussent à réintuber un patient, c'est évidemment la perturbation, évidemment, n'est-ce pas, de saturation encore. Toutes les indications de l'intubation, ce sont ça reste les mêmes indications
pour la réintubation, en effet. Merci bien. Juste une avant-dernière question. C'est notre collègue Dej qui demande, je résume, les éléments du diagnostic différentiel, les éléments, c'est-à-dire constituent un diagnostic différentiel d'une pneumonie nosocomiale, pour une nosocomiale et une pneumonie associée aux soins ou autre. Je n'ai pas bien compris la question. Elle demande ici comment différencier si une pneumonie est nosocomiale ou pas. Peut-être ici, si vous pouvez leur dire quels sont les éléments de diagnostic différentiel entre une pneumonie nosocomiale et autre pneumonie. Ah oui, je comprends un peu ce que notre collègue Mami veut dire là. Et donc, vous avez raté ou quelqu'un a raté les diagnostics à l'entrée. Et puis après, comment savoir si réellement c'était nosocomial ou le patient est venu avec. Et donc, si vous avez raté ce qui arrive, dans beaucoup de cas, hein, tout le monde rate un diagnostic, mais le plus important, c'est de se rattraper vite. Si on a raté un diagnostic et que finalement, on vient voir qu'il y a une pneumonie après, tant que vous ne l'avez pas eu au début et qu'il n'y avait pas de signes en rapport avec une pneumonie au début, et que vous avez votre diagnostic 48 et à 72 heures, il faut d'abord traiter ça comme une pneumonie nosocomiale. Alors, si après, vous vous rendez compte qu'après, n'est-ce pas, culture par exemple, après culture, le patient monte des germes, par exemple un acynobactère, vous avez des germes multirésistants, alors là, vous pouvez vous dire que ça, on est d'accord que ces germes étaient probablement nosocomiales. Mais vous continuez à les traiter comme tels. Mais si alors après, vous avez des germes purement banaux et qui n'ont rien à faire avec le germe, n'est-ce pas, nosocomiaux, vous pouvez toujours réfléchir. Mais la différence n'est pas nette. Parce que si le patient est arrivé avec une pneumonie à l'hôpital, essayons de réfléchir, au moins il doit avoir des signes en rapport avec la voie respiratoire. Et donc, du coup, ça peut vous pousser sur la ligne, vous pouvez vous dire que nous étions en train d'investiguer au moins un syndrome respiratoire, quelque part, de condensation pulmonaire simple, etc., etc. À l'entrée, une pneumonie ne va pas juste venir de manière brutale, allez, je vais dire, elle ne va pas disparaître. Quelqu'un qui a une pneumonie à l'entrée, il est possible que vous la diagnostiquiez ou que vous ayez au moins un regroupement syndromique de maladies respiratoires, de manifestations respiratoires. Dans ce contexte, vous pouvez facilement faire le cut-off. Vous dites, nous avons fait un diagnostic en retard, mais le patient avait déjà des signes respiratoires à l'entrée. Ici, nous parlons pour la maladie nosocomiale, une pneumonie nosocomiale. Nous avons dit que le patient à l'entrée n'avait pas de signes d'appel respiratoire. Mais après 48 heures, il développe les signes d'appel respiratoire. Et donc, du coup, là, il ne faut pas rentrer encore penser que quelqu'un l'a raté si on n'a pas dit qu'il avait des signes respiratoires. Il est le plus préférable parce que la mortalité est très importante dans ce genre de maladie. Il ne faut pas la rater, il faut les soigner comme faisant une pneumonie nosocomiale. Merci bien. On a atteint le temps déjà. Il est là. Juste rapidement, je reprends à deux collègues. Alors, on a dit pour nos collègues Hollande et les autres qui posent des questions encore sur l'hygiène de main. Alors, s'il vous plaît, autant que possible, et si vous avez disponible le gel ou la solution hydroalcoolique, optez pour ces deux produits-là. Ils sont efficaces, d'accès facile et rapide et ne nécessitent pas beaucoup d'installation. Si vous avez les mains qui sont nettement sales, alors vous êtes dans l'obligation de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Et si vous n'avez pas de gel disponible, alors optez pour l'eau et le savon pour toute activité de soins, que ce soit vaccination ou autres soins que vous allez prodiguer. Pour en conclure, le collègue, le docteur Ako Yapobles, il me dit là, il y a des collègues qui entrent avec le lien d'autres collègues. Alors, s'il vous plaît, pour que votre nom apparaisse, il faut
que vous vous inscrivez avec votre propre nom, car vous allez recevoir un lien sur votre boîte mail à leur propre à vous. D'accord? Alors, ici, le collègue il dit clarification, l'utilisation de l'eau simple sans détergent ou autre pour désinfecter la peau lors de vaccination. Je n'arrive pas à vous comprendre, Manaï. Utiliser de l'eau avec simple ne change rien. Vous ne pouvez pas utiliser l'eau toute seule, ne fait rien. Le décapage et la désinfection des mains, c'est fait avec de l'eau et du savon. Alors, pour en conclure, chers collègues, en votre nom, je tiens de nouveau à remercier notre orateur aujourd'hui, Dr Patrick Katoto. Je remercie en votre nom, je remercie au nom de tous les panélistes, de nos organisateurs, que ce soit Africa CDC ou ICANN. C'était très pertinent et à chaque fois, c'était pareil avec Dr Katoto et je l'espère le revoir avec nous dans d'autres présentations. Chers collègues, je souhaite le bienvenue à tous les nouveaux participants qui ont joint notre webinaire aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous inscrire et partager les liens avec vos contacts et vos collègues. Et au revoir chaque jeudi, même horaire dans nos séries de webinaires. Docteur Patrick, vous avez un mot à dire à vous avant de fermer. Merci beaucoup, professeur, pour cette plateforme et merci à tous les collègues pour les différentes idées, les enrichissements. Et je nous invite de revoir le nouveau guideline. Donc, les définitions sont en train d'avancer. Avançons aussi avec les définitions. Mais là, ce n'est pas la grande question, mais la grande question, et c'est l'objectif de ce webinaire, est-ce que nous le faisons dans nos structures? J'espère qu'après ces échanges très enrichissants, nous pouvons espérer, n'est-ce pas, avoir les données de l'Afrique. Si chacun ici implémentait ce qu'on vient de dire dans sa structure, probablement à la fin de cette année ou de l'année prochaine, nous pouvons finalement avoir les données dans tous les différents pays africains. Voilà, nous comptons beaucoup sur ces échanges pour que nous passions des données à l'action. Voilà ce qui nous manque encore en Afrique. Merci bien et j'espère que vous preniez, chers collègues, en considération la dernière recommandation qui est capitale, c'est l'implémentation de ces mesures-là, parce que sans l'implémentation, sans l'adoption, sans la diffusion, sans la pratique quotidienne, alors de ces éléments et principalement l'hygiène de main, alors là, vraiment, on ne peut pas améliorer les conditions de la qualité de soins en général, la sécurité de patients et la réduction des infections associées aux soins. Merci et bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.